bonsoir, bon après-midi à tous. Désolée pour le petit retard. Alors, on va parler du général de Gaulle avec deux ouvrages assez incroyables. Un qui est en fait un premier tome qui s'appelle Le Sursaut de Franz-Olivier Gisbert, que vous reconnaissez grâce à son chapeau. Et une bande dessinée. Alors, c'est une première de ce type. Ça s'appelle Un général des généraux. J'ai envie de dire, c'est la première fois, on peut commencer par ça, Nicolas Juncker et François Bouc, sur le fait que c'est la première fois qu'on voit une bande dessinée, finalement, quelque part satirique sur le général de Gaulle. Elle est très, très drôle. Hein. Je vous donne un micro, prenez un micro. Il y a un micro aussi là-bas, Nicolas. Il marche. Il marche. Oui. On commence directement parce qu'on a pris un peu de retard et puis les conférences s'enchaînent. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la première fois qu'on fait, mais peut-être sur le général de Gaulle, peut-être. Ah, si. Je crois. Ouais. Oui, il y avait De Gaulle à la plage quand même, Ah oui, c'est de vrai. Ferry. Mais qui était une fiction sur. Tandis que là, c'est les événements, on va dire tels qu'ils ont été vécus. Mais Exactement. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ça avec le décalage de l'histoire. Je crois qu'on n'aurait pas pu faire ça sur le moment. C'est avec le décalage de toutes ces années qu'on peut aujourd'hui avoir un regard un petit peu plus humoristique sur la situation qu'on décrit. Que là. Oui, ce qui compte, c'est pas tant la biographie de De Gaulle ici qu'une relecture d'événements a priori tragiques qu'on m'a toujours, enfin moi en tout cas, qu'on m'a toujours présenté comme tragiques. C'est d'en présenter une relecture bouffonne, mais néanmoins rigoureusement à peu près authentique. Bon, on est quand même dans l'à peu près, hein, mais on est quand même dans l'à peu près plutôt authentique. Mais c'est surtout ça, ce sont ces événements qui sont dramatiques. On parle de coup d'État, on parle de putsch, on parle de guerre d'Algérie, etc. Est-ce qu'on peut rire avec? Oui. Alors bon, en même temps, on peut en rire assez facilement parce que il n'y a pas eu de mort le 13 mai. C'est peut-être le seul événement de la guerre d'indépendance algérienne qui fait pas de mort, donc c'est plus facile d'en rire. Hein. Mais les événements font que c'est très drôle et puis voilà. Mais alors justement, donc vous êtes le scénariste, celui qui écrit. Comment on choisit les textes? Parce qu'on doit reconstituer des dialogues qu'on ne connaît pas forcément. Alors les dialogues, je les ai inventés, les dialogues. Alors il y en a une partie qui sont apocryphes ou pas apocryphes, qui sont connus, les dialogues entre Massu et De Gaulle, les petites blagounettes ou les petites vannes de conseil des ministres entre Fimelin, Mollet, Jules Mock, etc. Il y a quelques dialogues qui restent, et puis le reste, c'est moi qui l'ai inventé en imaginant ce que pouvait dire un Massu, un Salan, un Delbecq. Mais bon, il suffit de lire leur mémoire, et après, le travail d'imagination fait le reste. Donc, On voit c'est la première page de la BD où on a l'impression au tout début qu'il s'adresse au peuple français, mais en fait c'est son tailleur qui s'occupe de lui, c'est ça? C'est drôle. Voilà, exactement. Ça, c'est François qui m'avait suggéré, il m'avait dit ce serait bien qu'on ouvre le bouquin avec De Gaulle, avec dans la même posture que celle avec laquelle on clôt le bouquin. Et donc, du coup, j'avais imaginé cette posture, ou qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il soit dans cette posture-là, à Colombey des Églises, quand il s'emmerde tout seul chez lui. C'est pour se faire prendre des mesures par un tailleur pour une nouvelle robe de chambre. Hein. Voilà, parce qu'il a rien d'autre à faire de la journée, le pauvre De Gaulle, quoi, à cette époque-là. François, pourquoi cette scène? Parce que je pense que le bouquin, tel qu'il est raconté, tourne autour de Gaulle, même si De Gaulle n'intervient pas, la plupart du temps il est en arrière, voilà. Mais en fait tout tourne quand même autour de lui. Tout ce qui se passe à Alger, c'est toujours avec une supposition de qu'est-ce que pourrait faire De Gaulle. Il faudrait qu'on ramène De Gaulle, on dit vive De Gaulle, on dit... Et donc il est tout le temps omniprésent dans le bouquin, et donc il fallait qu'on le voie. Il fallait qu'on le voie au début, même s'il dit rien, et qu'on le voit à la fin, dans la même posture. Donc entre la première posture, qui est celle de la première image, et la dernière, c'était un petit peu comme si on bouclait, on commençait et on bouclait de la même manière, comme entre parenthèses. En fait, notre histoire se passe entre parenthèses de ces deux formes visuelles. Oui, parce qu'il y a des événements, donc quand même une partie de l'histoire française qui est assez douloureuse finalement. Il faut revenir sur ça et notamment donner un ton... même si la forme est plus légère, le fond est là. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, en 2022, de le faire? Alors j'en sais rien, moi je suis pas là pour donner des messages, je déteste ça, hein. J'ai fait des études d'histoire, tout ça, bon ça marche, mais des fois les messages ça va 5 minutes. Non, moi c'est purement personnel, hein. Je fais des BD pour moi avant tout, après s'il y en a d'autres qui veulent les lire, tant mieux pour eux, mais moi c'était juste les deux questions
qui me préoccupait pas mal. C'était est-ce que De Gaulle est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État ou pas? Et est-ce que De Gaulle est arrivé au pouvoir en promettant l'Algérie française ou porté par les tenants de l'Algérie française en sachant qu'il allait l'abandonner? Enfin, comment tout ça avait eu lieu? Parce que finalement, mai 58, en tout cas pour ma génération, je suis de 73, je ne connaissais pas grand-chose. Alors oui, je savais vaguement qu'il y avait un changement de république, les guerres d'Algérie, mais les détails de ce changement de république, je ne les avais pas. Comment, en quelques semaines, tout à coup, une république s'effondre, un type qu'on a complètement, a priori, pas oublié, mais qui est un peu sur le côté, De Gaulle, prend le pouvoir, etc. Donc ça pose des questions qui, moi, en tout cas, m'intéressaient énormément. Et puis, dès que je me suis plongé dedans, le côté comique de la chose m'a sauté aux yeux, quoi. Oui, parce que vous nous prenez vraiment par la main. C'est très hollywoodien, quoi. Ça pourrait être une série limite télévisée qui nous amène dans cet univers. On a besoin aussi de comprendre cet univers français. Moi, j'avais besoin de le comprendre. En fait, j'étais un petit peu comme Nicolas. J'avais entendu parler de cette période qui était extrêmement chaotique. Dans ma famille, on en parlait, on évoquait des trucs, mais c'était des pièces qui étaient un peu éparses. Alors que quand j'ai lu le scénario de Nicolas, d'un seul coup, tout devenait clair. Et donc, j'ai corroboré ça avec, bien sûr, tout ce qu'il faut faire quand on dessine, c'est-à-dire aller voir comment étaient habillés les mecs, quelles étaient les postures qu'ils adoptaient. Tout ça, c'est des choses qui ont fait que d'un seul coup, tous les éléments se sont reliés les uns aux autres grâce à ce scénario-là. D'une certaine manière, le travail que j'ai fait, c'était aussi un travail d'éclaircissement sur cette période trouble de notre histoire. Donc j'étais très content de pouvoir faire ça. L'autre aspect qui me plaisait bien dans cette histoire, c'est les personnages. C'est des personnages qui sont incroyables. En fait, comme il y en a partout, des personnages incroyables. Sauf que là, ils sont dans une partie de l'histoire qui est une partie pivot de notre histoire. Et donc, de pouvoir jauger ces personnages, un peu comme si je me rapporte à ce que c'est que la personnalité d'un individu. Un individu, il naît comme ça, et puis après, on lui apprend à négocier avec la vie. Et donc, cette négociation avec la vie, c'est les systèmes de valeurs qu'il va mettre en avant. Et donc, quand on voit un panorama de personnages comme les personnages qu'on décrit, on voit un panorama d'intérêt. Massu n'a pas du tout le même intérêt dans la situation que De Gaulle en a un. Salan n'a pas le même intérêt que Massu. Et donc, on voit tout un panel d'intérêts, certains qui vont se dire moi j'aimerais bien réussir. Et donc ils vont essayer de s'immiscer dans la situation et de tirer les marrons du feu pour eux. Il y en a d'autres, comme De Gaulle par exemple, qui ont une idée de la France. Et donc il y a une idée de la France. Mais ça, c'est lui qui a une idée de la France. Mais c'est le temps d'avance qu'il a sur les autres, parce que les autres, ils ont une idée par rapport à eux-mêmes ou par rapport à la situation. Il y a des militaires. Donc des militaires qui sont des gens qui sont des gens qui répondent aux ordres. Et donc ils ne donnent pas des objectifs. Les objectifs sont militaires, mais en fonction des concepts politiques qui vont ordonner. Et donc on n'est pas du tout avec les mêmes types. Et ce que j'aime bien, c'est cette espèce de carnaval, oui, de points d'intérêt. Et qui font une espèce de chaos. Et il y a un manipulateur qui va essayer de tirer les marrons du feu de ce chaos. Et ça me plaisait bien. Oui, on a l'impression que vous êtes très attaché à ce manipulateur. On va y revenir. Franz, dans le sursaut, parce que François parle d'éclaircissement de cette période-là. Justement, on parle, dans ce premier tome de cette 5e République, on parle beaucoup vous parlez de cette Algérie française. Alors, c'est une vision très personnelle. Mais vous aussi, vous avez ce besoin d'éclaircissement, comme le dit François? Oui, parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, je ne connaissais pas l'histoire. Enfin, je la connaissais puisque je l'avais vécue, contrairement à vous. Dans ma famille, c'était votre maman sujet, socialiste qui était persécutée donc par le père, général de Gaulle. Ça, c'était vraiment un sujet de conversation permanent. Et ils étaient très agressifs d'ailleurs sur cette affaire parce qu'ils étaient très anticolonialistes les deux. Et donc j'ai vécu ça vraiment, je dirais presque dans ma chair, mais j'étais petit garçon. J'avais 11, 12, 13 ans quand tout ça est arrivé.
Mais je m'en souviens très bien, je me souviens des personnages, je lisais les journaux, c'était une époque où les jeunes n'étaient pas sur les réseaux sociaux, on lisait les journaux et je lisais tout, quoi. Je lisais, mes parents avaient le Canard enchaîné, il y avait tous les journaux possibles, inimaginables, le Nouvel France Observateur, ça s'appelait à l'époque, l'Express, tout ça, je me souviens très bien, plus la presse étrangère. Et donc, c'est à travers cette presse que j'ai vu les choses. Et puis après, j'ai vu quelques bouquins. Je pense notamment au livre de la couture. Bon, j'ai lu quelques bouquins et j'ai commencé à m'y mettre. Et quand je m'y suis mis, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de conneries qui avaient été écrites. C'est pour ça que ce livre est intéressant, cette BD, parce qu'elle est beaucoup plus proche de la réalité que, par exemple, les contre-vérités que la couture, qui a énormément de talent d'ailleurs, aligne les unes après les autres. Puisque la vérité, c'est que De Gaulle est arrivé au pouvoir sur un mensonge. C'est-à-dire, il a tiré les ficelles du coup d'État, mais ça, tout le montre. Et d'ailleurs, en plus, le grand personnage du coup d'État du 13 mai, il faut bien comprendre, c'est un coup d'État uniquement sur l'Algérie, qui prétend d'ailleurs bientôt, c'est pour ça que d'ailleurs ce fantasme à l'époque en France que les paras vont débarquer, y compris dans la Normandie de mon enfance. Il y a une espèce de peur comme ça. Ils vont arriver, d'ailleurs à un moment donné, ils prennent la Corse. Hein, bon. Et le chef de ce coup d'État, c'est Massu. Massu, d'ailleurs, il fait un plan qui s'appelle le plan Résurrection, qui est un plan de conquête de la France par l'armée qui est en Algérie. Et il raconte, enfin, dans ce schéma qui s'appelle le plan Résurrection, je répète, qui s'appelait au départ le plan Grenade, mais quand De Gaulle a parlé de résurrection à un moment donné dans sa conférence de presse, ils ont changé le plan, et il s'appelle plan Résurrection, c'est pour vous dire. Et c'est le chef, et c'est un gaulliste. Mais c'est le gaulliste historique par excellence. C'est quelqu'un qui a eu un rôle considérable pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la France libre. Et il est là. Alors, il n'y a pas de trace de doigts, parce que c'est très bien fait. De Gaulle, il sait comment faire. Il a fait la guerre déjà. Donc, vous allez... Les gosses, quand ils mettent les doigts dans le pot de confiture, il y a des traces de doigts absolument partout. Là, il n'y a aucune trace de doigts. C'est très bien fait. Mais il y a quand même des contacts. Il y a Salan, par exemple, qu'ils vont embringuer dans cette affaire, qui n'est pas partant du tout au départ, qui n'est pas gaulliste, lui. Hein, c'est un compagnon de la Libération, il a fait une belle résistance, mais c'est... Non, il n'est pas compagnon. Il est compagnon de la Libération, vous l'écrivez dans votre Oui, bouquin. mais je me suis planté, en fait. Ah bah vous êtes planté. Ah bah c'est dans votre bouquin. En tout cas, il est entraîné merde, il malgré était lui. compagnon de la Libération. Alors, faut pas tout lire dans le livre, vous avez vu, vérifiez d'ailleurs. Moi, je l'ai pas écrit, mais je me suis dit, merde, j'ai raté ça, et j'ai pas vérifié sur Wikipédia. J'avais confiance en vous. Signalé après. Non, il est Ah décoré de ouais, Francisque. Hein, alors donc, bien sûr, je Votre sais qu'il premier avait la fan. Francis. En tout mais... cas, il est entraîné malgré lui. Alors attendez, oui, c'est-à-dire que lui, il est Ratsoc, franc-maçon. Voilà. D'ailleurs, quand il a été nommé en Algérie, il y a eu Bronca, l'affaire du bazooka que vous racontez, on l'a tiré sur son... Enfin bon, bref, lui, c'est l'ennemi pratiquement. Mais Massu, qui est un génie, qui est un personnage incroyable, qui a gagné toutes les guerres en fait. Vous regardez son palmarès, moins décoré que... Ça, je suis sûr que c'est vrai, parce que c'est dans mon livre de toute façon. Salan est le général le plus décoré, le militaire le plus décoré. En revanche, Massu ne l'est pas. Mais Massu est celui qui a gagné le plus de batailles. D'ailleurs, je pense qu'il a gagné toutes les batailles. Je pense qu'il n'a jamais perdu une bataille de sa vie, c'est dire. Enfin, c'est un personnage d'ailleurs très charismatique, mais un caractère de cochon. Moi, je l'ai connu. Alors, j'ai connu un peu quand j'étais journaliste à la fin de sa vie. Et c'est vrai que c'est un type qui disait absolument ce qu'il pensait. C'était horrible. Même si après, bon, on va pas revenir là-dessus. De toute façon, c'est pas le sujet. Mais sur mai 68, il a fait un livre où il donne une version un peu nunuche de la visite de Gaulle. À mon avis, c'était pas tout à fait ça. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Par gaullisme d'ailleurs, parce que c'est un gaulliste, même s'il est pour l'Algérie française. Ce que j'ai aimé dans leur livre, c'est d'ailleurs il y a beaucoup de connexions entre les deux livres, mais c'est l'importance du personnage de Delbecq. Parce que ce qui est intéressant dans tout ça, si vous voulez, c'est qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans leur livre parce que c'est pas leur sujet. Et contrairement à ce qu'on peut lire dans la plupart des biographies sur le général de Gaulle, à part celle de Roussel, le général de Gaulle, il est dès le départ pour la décolonisation. D'ailleurs, il était déjà dans les années 30. Il y a des textes de lui où il dit c'est ridicule, l'armée française, la France n'a rien à faire à l'autre bout du monde. Donc c'était philosophique. Bon, en 1944,
sa conviction est faite. Il le dit à plusieurs, notamment à Édouard Depreux, à plusieurs responsables. De toute façon, tout ça finira par l'indépendance. Quand il arrive au pouvoir, il veut faire l'indépendance tout de suite. L'indépendance de l'Afrique, bon, c'est énorme, hein, le travail qui a été fait, c'est complètement dingue. Ça s'est passé très vite et très bien. Parce que, bon, après, chacun a volé de ses propres ailes. Il y a eu un petit truc qui a été construit, qui s'est démantelé peu à peu. Mais quand vous regardez, il n'y a pas eu d'histoire, à part avec la Guinée, mais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Bénin, enfin, tout ça s'est passé plus que bien. Il y a eu ce problème avec l'Algérie qui, c'est vrai, n'était pas des colonies à proprement parler, puisque l'Algérie, c'était des départements français. Bon. Et lui, De Gaulle, il arrive en 1958 avec l'intention de changer tout ça. D'ailleurs, il le dit à un moment donné. Ils mettent cette citation, d'ailleurs, on la retrouve aussi dans mon livre, parce qu'elle est fondamentale. Il vient de faire une tournée en Algérie, 13 Algéries françaises, et il dit, de toute façon, je vais virer tous ces cons. Salon, c'est un drogué. Il dit ça à un très grand journaliste français, Pierre Viançon-Ponté, qui était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et il dit, voilà, et Jouot, c'est un con, ce qui n'est pas vrai. Salon est peut-être un peu la drogue. Pardon ? Oui, Salon un drogué. Salon un drogué, ça, la drogue. Il avait cette réputation de il est très cruel pour. Et Massu n'a pas inventé l'eau chaude. Et Massu était loin d'être un con, parce que pour être un militaire comme il était, simplement, le problème qu'il avait, Massu, c'est qu'il disait toujours ce qu'il pensait. Ou, vous voyez, voilà, il vous accueillait, et votre baguette est ouverte, vous ne pouvez pas faire attention. Vous voyez, c'était un peu ce genre-là. Vous voyez, c'était militaire qui n'en avait rien à foutre de rien, toujours en permanence, et qui parlait comme ça au général de Gaulle. Il y a toujours cette anecdote qui est apocryphe, paraît-il, mais j'y crois pas, parce que quand on connaissait de Gaulle et Massu, c'est tout à fait le genre de blague qui pouvait se faire. Toujours gaulliste, Massu ? Toujours aussi con, Massu. Toujours gaulliste, en général. Voilà, ça, c'était l'humour des deux, d'ailleurs. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc, je disais, on retrouve ce personnage important, très important, qui est Léon Delbecq, et qui fait partie de ces cocus, quoi. C'est-à-dire les grands cocus de l'Algérie française. C'est-à-dire que De Gaulle fait croire qu'il est pour l'Algérie française, met en route le système. Bon, Massu, c'est pas grave, c'est comme Debré qui est également pour l'Algérie française, mais c'est des gens, ils font passer l'allégeance à De Gaulle avant l'allégeance à l'Algérie française. Mais il y a des gens, par exemple, comme Soustel, qui d'ailleurs parlent un peu comme les gens des SOS Racisme aujourd'hui, quand vous voyez, parce que cette Algérie française, c'était pas. Il y avait de l'extrême droite, mais il y avait aussi de la gauche. Soustel était gaulliste, mais c'était. Enfin, c'est un ancien marxiste, il venait et puis voilà, il était pour l'égalité entre les Arabes et les Algériens et les Français. Enfin, c'était son discours en permanence. Et donc, De Gaulle arrive avec ce mensonge et réussit à berner tout le monde. Et à peine est-il arrivé, enfin, il trahit pas tout de suite son truc, mais déjà parce que vous avez une version, par exemple, pour vous montrer à quel point l'histoire a été rewritée un peu. C'est que dans le livre, la biographie de Julian Jackson sur De Gaulle, il y a une page pour expliquer quand il dit « je vous ai compris », on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. C'est qu'il y avait beaucoup de monde dans la foule qui parlait dans tous les sens, etc. et qu'il a essayé de les faire taire. Et pour les faire taire, il a dit « je vous ai compris ». Ça, c'est la version officielle. Julian Jackson, qui est un bon historien britannique, il n'a simplement pas fait ce qu'a fait le pauvre con de moi-même, c'est-à-dire de regarder sur YouTube « je vous ai compris ». Vous voyez que c'est pas vrai. C'était l'explication des gaullistes, mais il a cherché à berner la foule algérienne. Et d'ailleurs, ça avec Julian Jackson, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fait le rapprochement, mais quelques heures après, à Mostaganem, il va dire, De Gaulle, quand même, je vive l'Algérie française. Il n'est pas gêné, vous voyez. Mais il va démonter tout de suite, parce qu'il a cette intention, et il le fait. Alors, est-ce que c'est à cause de lui qu'il y a eu l'OAS, etc. Est-ce qu'il aurait pu être allié ? Moi, je pense qu'il n'a pas joué bien la carte avec des gens comme le général Schall, par exemple, qui était beaucoup plus, légitimiste que tous les autres. Et il a tout de suite... oui, parce que ça, c'est pendant le livre, ce sera dans la suite, mais c'est le général Massu. Il lui promet de le nommer un poste. Il le rentre à Paris. Et quand il rentre, le poste est supprimé au journal officiel. Ça, c'est juste extraordinaire. C'est Salon, ça. C'est Salon. Oui, Massu se fait virer parce qu'il ouvre sa bouche devant un journaliste allemand. Donc c'est Salon qui se fait supprimer. Non, pardon, j'ai dit Massu, excusez-moi. C'est Salon. Salon, quand il vient en octobre,
il lui propose d'être ambassadeur au Japon chargé de la Chine. Il lui annonce déjà qu'il va reconnaître la Chine. Et, parce qu'il sait que Salan, qu'on surnomme le mandarin, adore la Chine. Et Salan refuse. À ce moment-là, il dit, je vais vous nommer inspecteur général des armées et vous m'accompagnerez partout, notamment quand j'irai en Algérie. Bon, et évidemment, Salan accepte parce qu'il veut rester proche de ses compagnons d'armes. Et il rentre à Paris, on lui donne on lui donne le poste de gouverneur des Invalides, ce qui lui permet d'avoir un bel appartement de fonction. De Gaulle lui fait croire qu'il l'a guigné quand il est arrivé en 58 parce que c'est le plus bel appartement de la République. Bon, enfin, l'autre a accepté. Et à peine est-il arrivé qu'au journal officiel tombe un décret qui supprime le poste d'inspecteur général des armées qui existait avant. Si vous voulez, ça, c'est De Gaulle. C'est-à-dire que c'était pour le bien commun. De Gaulle, il a l'intérêt général en tête. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à l'intérêt général. C'est vrai. Et il avait ça en tête. Et il les a bernés tous. Et c'est ça qui est assez... comment dire, c'est le côté farce de cette histoire. C'est le nombre de cocus, quoi. Et qui s'en sont rendus compte, pas tous en même temps, les uns après les autres. Et puis, bon, à un moment donné, d'ailleurs, c'est dans le livre, à la fin, il y a une petite... il y en a un qui dit, est-ce qu'on a bien fait, quoi ? Est-ce qu'on a bien fait de l'amener au pouvoir ? Nicolas ? Mais sur le général de Gaulle qui berne un peu ce monde, oui, enfin ça c'est pas la première fois, il l'a fait entre 40 et 44, il a berné Churchill, il a berné Roosevelt, il a l'habitude. Mais sur le 13 mai 58, ce qui, moi, m'a un peu étonné, c'est quand il a commencé à avoir de la pub sur ce bouquin, on a fait de la pub sur les réseaux sociaux, un bouquin, Juncker, book, 13 mai 58, donc il y avait des éléments de texte de le coup d'État du mai 58. Et il y a eu des retours, beaucoup de retours, mais qu'est-ce que cette histoire ? Il n'y a jamais eu de coup d'État en mai 58, il n'y a jamais eu de putsch, le putsch c'est 61. Et beaucoup de gens disent le putsch, c'est 61. Il n'y en a pas eu en 58. En 58, c'était un soulèvement populaire de la foule algéroise, etc. Pathétique, qui aurait pu déboucher, mais qui n'a pas fait, etc. En fait, comme vous l'avez dit précédemment, il y avait quand même un plan qui s'appelait Résurrection. Il y avait un plan militaire qui était préparé. Et que Salan qui était trouvait débile, d'ailleurs, aussi. Ça, c'est acté. Il n'était pas le seul, mais bon, en tout cas, ils avaient réfléchi à un plan quand même, tous ces généraux-là. Donc il y avait un plan. Massu surtout. Il y avait Michael à Toulouse, il y avait Faure en Allemagne. C'était Massu qui avait le grand ordonnateur. Mais est-ce que c'était pas un plan pour faire peur à Paris, ça aussi, parce qu'il y avait beaucoup de manips aussi. Mais l'autre question, c'est qu'ils de toute façon, ils avaient pas ils auraient fait leur coup d'État. Ils auraient parachuté des hommes sur Paris. Ils auraient fait quoi après, au bout de 2-3 semaines ? Si De Gaulle n'avait pas été là, sans De Gaulle, ça mène à rien. Salan n'aurait sans doute pas suivi, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, le coup d'État, lui, il est bien là. Le putsch, il est bien là. Il y a bien une menace réelle de putsch. Et je pense que c'est dû à une certaine relecture gaullienne de l'histoire de mettre un peu sous le tapis ce côté putsch, parce que ça laisse entendre que De Gaulle est arrivé au pouvoir via un putsch ou grâce à un putsch. Alors qu'en 61, c'est tout l'inverse. Là, il a le beau rôle. En 61, il y a un putsch contre la République et c'est lui qui est vent debout avec son uniforme, qui apparaît à la télé, et contre le carteron de généraux, etc., etc. Donc là, oui, en 61, je pense qu'il y a une rélecture. Alors à l'époque, on parle beaucoup de coup d'État en 58. Il y a plein de bouquins qui paraissent sur la question, etc. Et toute la presse de gauche dit c'est un coup d'État. Oui. Et puis Mitterrand a fait un bouquin. Mitterrand, ils disent tous De Gaulle a fait un coup d'État. Enfin, il y a eu un coup d'État. Mais après, c'est un peu ensuite De Gaulle a fait un coup d'État. Mais après, c'est un peu tombé à l'eau. On a un peu oublié ce côté-là et on a retenu que le putsch de 61 et on a un peu oublié ou mis de côté. Et je pense que c'est un peu fait exprès. Il y a des volontés quand même politiques, à un moment, qui ont été de cacher ce coup d'État, cette volonté même si ça n'a pas eu lieu, même si peut-être ça n'aurait jamais eu lieu, c'était juste pour faire peur, effectivement. C'était l'objectif de Soustelle et Delbecq, juste faire peur, et surtout rien de plus. Mais bon, ça on n'en sait rien, qu'est-ce qui aurait pu se passer ou pas. Donc il y a une certaine relecture de l'histoire, une certaine réécriture de l'histoire. Bon, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, mais qui a quand même eu lieu pendant quelques années après De Gaulle, encore après sa mort. Et justement, François-Olivier, vous dites que... Justement, mais pour revenir là-dessus, parce que c'est intéressant, c'est effectivement De Gaulle, il a passé son temps, il adore écrire l'histoire. Ouais. C'est-à-dire, c'est les Français qui se sont libérés eux-mêmes. C'était sa grande thèse quand il est arrivé en 1945, la libération, souvenez-vous. Son grand discours, c'était ça. Et il n'y croyait pas lui-même, puisqu'il disait, il y a plein d'anecdotes où il disait les Français résistants, mon œil. D'ailleurs, ses relations avec la résistance intérieure étaient juste épouvantables. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout, moi, c'est une petite histoire qui est dans les mémoires de Perfit, le CT de Gaulle de Perfit, qui est très amusante à propos de ça. C'est qu'à un moment donné, après 1961, il dit, moi qui ai toujours été pour la République contre les généraux, etc., dans un discours.
Et Perfit, qui est jeune ministre de l'information et énarque, qui a un peu de culture historique, je dis c'est quand même embêtant d'écrire ça. Ouais, puis après, il va voir Guichard, il faut peut-être essayer d'intervenir, parce qu'il va y avoir une polémique. Les gens vont dire il réécrit l'histoire. Puis Guichard lève les bras. Il manque pas d'air, mais enfin bon, il a quand même dit. C'est-à-dire, il a effectivement tenu un discours régulièrement. Après, c'était comme si effectivement 58 n'avait pas existé. Mais il est arrivé sous la pression des baïonnettes. Comme l'a dit Mitterrand, c'est une des rares choses justes qu'il a pu dire Mitterrand sur De Gaulle, parce qu'il s'est beaucoup trompé sur De Gaulle, qui était évidemment ni dictateur, ni monarque, et qui, lui, s'intéressait avant tout à l'intérêt général. Et justement, vous en donnez une dimension très humaine, finalement, tous les trois, vous à travers la BD et vous, Franz, dans cet essai. Et alors, vous dites aussi que l'indépendance de l'Algérie, c'était une tragédie pour la France, mais une tragédie c'était la fin du gaullisme quelque part. Pourtant, tout le monde se revendique du gaullisme aujourd'hui. Tragédie pour la France, mais c'est très simple, c'est que il faut voir les dégâts. Vous savez, de Gaulle, d'abord, il veut couper, quoi. Oui, on le voit. Et alors, On voit tout le cheminement. quand on réécrit l'histoire, si on réécrit l'histoire, c'est toujours. On se dit peut-être il aurait dû prendre des étapes. Il aurait pu essayer de jouer aussi avec une partie de la résistance algérienne, des indépendantistes algériens, qui était, comment dire, raisonnable, pas jusqu'au boutiste. Je pense à Ferhat Abbas, qui était d'ailleurs patron du GPRA. Et il y avait une fraction dure, violente, enfin, comment dire, qui assassinait à tour de bras toutes les troupes de Messali Hadj, notamment, qui étaient des concurrents indépendantistes, et puis qui entretenaient aussi, et puis qui s'entretuaient aussi, qui ont tué d'ailleurs après la guerre et pendant un certain nombre de ces chefs de la résistance. Dès qu'il y avait un opposant, disons la meilleure solution pour ces gens-là, je parle de Boumedienne, Ben Abella, etc., qui ont fait alliance longtemps, c'était de tuer. Et il est parti De Gaulle, il est parti sans regarder derrière. Il avait cette phrase horrible qui est en matière de décolonisation, c'est comme l'amour. C'est la célèbre phrase de Napoléon. La seule victoire, c'est la fuite. Et donc, dès qu'il sent que le terrain est prêt, parce qu'il faut bien voir, 58, il dissout, il y a une nouvelle chambre. La chambre, elle est gaulliste. Et les gaullistes, ils sont Algérie française à 80%. Les Français sont Algérie française. Donc tout ce qu'il faut, évidemment, c'est amener peu à peu les Français vers l'indépendance. Il le fait à petits pas. Ça va mettre beaucoup de temps. Et ça, il ne peut pas faire autrement. Et si vous voulez, l'incroyable histoire de l'Algérie française, c'est que effectivement, il est arrivé au pouvoir pour faire l'Algérie française à la demande de gens qui étaient les siens. Je pense à Léon Delbecq, qui a été complètement sacrifié, qui l'a liquidé après, de manière, enfin, comment dire, il n'avait plus d'existence politique. Exactement. Jacques Soustel, qui a fait la connerie de se rapprocher un peu de l'Ouest, mais qui n'est jamais vraiment entré, mais qui a été pourchassé, parce que, comment dire, De Gaulle, vous êtes pour lui ou contre lui. Hein. C'est vraiment de ce point de vue, c'est un militaire, et ceux qui ont failli, ils sont vraiment pourchassés. Ça, c'est clair. Et donc, la tragédie, c'est quoi? Eh ben, c'est effectivement... il dit toujours, d'ailleurs, la tragédie, on la voit tout de suite, dès le début, dès 58, ou même avant 58, De Gaulle dit toujours, le problème de l'Algérie, c'est le million d'Européens d'Algérie, ce qu'on appelle les Français d'Algérie ou les pieds noirs, mais qui sont plutôt Européens d'Algérie. Ils sont 1 million, c'est trop pour partir, ce n'est pas assez pour rester. Ça, il le dit tout le temps. C'est une phrase qui revient absolument sans arrêt. Donc, et eux, ils vont être sacrifiés. On leur a raconté des histoires, etc. On va les sacrifier un peu violemment, sans qu'ils s'en soient rendus compte. Et je dirais aussi, il y a le problème des harkis. Les harkis sont tous les Algériens qui ont servi la France, dans l'armée ou ailleurs. Et eux, eh ben, ils sont abandonnés, lâchés, et ça a été épouvantable pour eux, puisque alors les statistiques varient entre 20 000, 30 000, 40 000, peut-être 50 000 harkis, égorgés, cuits dans des chaudrons, enfin toutes sortes de tortures épouvantables. Et tout ça s'est passé en l'espace de quelques jours après l'indépendance en 1962. Ça, c'est vrai qu'on est un peu comptable de ça, on ne peut pas le cacher. Et d'ailleurs, vous précisez qu'aucun président en Algérie français, tout le monde s'est un peu cassé la figure à chaque fois qu'ils allaient en Algérie sur ce dossier-là. Tous les présidents français, à part maintenant Macron.
Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que les Français ont laissé à l'Algérie une bande de prévaricateurs, il faut bien dire les choses, parce que je raconte de l'histoire du Sandouk, enfin, je ne pourrais pas rentrer dans ces détails-là, mais Ben Bella, comme Boumedienne, étaient des prévaricateurs doublés d'assassins. Bon, il y a l'histoire du trésor là, de 1962, quand ils ont fait le grand appel au peuple, que Boumedienne, quand il a fait la peau de Ben Bella, qui était un président lamentable de toute façon, mais bon, qu'il a décidé de prendre sa place, alors que c'était son pote, il a vu le trésor, le Sandouk, ce qu'on appelait le Sandouk, il y en avait pour des milliards de francs de bijoux que les Algériens avaient envoyés à l'État pour l'aider, parce qu'il n'y avait pas d'argent à l'époque. Et c'était dans le bureau de Ben Bella, enfin une partie importante. Et évidemment, après l'arrivée au pouvoir de Ben Bella, le Sandouk a disparu. Vous voyez, donc c'est des prévaricateurs qui ont détourné l'argent du pétrole, du gaz pendant des années. Leurs enfants, leurs petits-enfants, les copains, etc. Et c'est vrai qu'ils ont besoin d'un responsable. Et depuis 60 ans, ils disent que c'est la France. Il y a des gens pour le croire. Enfin, en Algérie, il n'y a pas grand monde pour le croire. Hein. Ça, évidemment, quand on va en Algérie, qu'on parle avec les Algériens, ils ne le croient pas. Le peuple algérien est très politique, en fait. Il a peut-être appris ça du peuple français, je ne sais pas, où il le savait avant, mais il est très politique. Et c'est amusant de voir qu'il n'est pas dupe. C'est pour ça qu'il y a régulièrement des manifestations, et c'est pour ça que c'est un État policier, quand même, qui essaie de tenir le pays depuis déjà des années, mais vaille que vaille, et disons de plus en plus mal. Et dans tous les sens, il y a une forme de propagande. D'ailleurs, on le voit aussi dans la BD, comment ils s'organisent autour du général de Gaulle. Vous arrivez pourtant à l'attendrir, notamment dans les dessins, François. C'était volontaire, parce que franchement, il est très attendrissant, ce général, dans Un général des généraux. Tous les personnages Tout le son. finissent. J'ai l'impression que vous commencez par aimer le par général de m'attendre. Gaulle, puis vous en préférez d'autres par la suite. Oui, parce que vous savez, quand vous êtes dessinateur de bande dessinée, vous devez faire attention aux formes Et à l'équilibre, des ouais. personnages. Et faire attention aux formes des personnages, c'est être attentif à tout. Comment ils sont grands, petits, comment ils vont s'exprimer, etc. Et donc, d'une certaine manière, pour cette attention qu'on porte aux personnages, c'est de la tendresse qu'on leur donne. Oui. Sinon, si on les méprisait tout le temps, on ne pourrait pas les dessiner, au fond. Et donc, tous ces personnages que j'ai dessinés là, j'ai une certaine forme de tendresse, même parfois d'apitoiement pour eux, parce que je me dis, mais ces types se sont enfournés dans une situation... Apitoiement pour Salan, hein, je dirais d'ailleurs. Hein. Mais oui, bien sûr, même, Ça fait de la peine. mais même aussi pour De Gaulle, parce que, et surtout après avoir lu votre livre, je me dis, mais dans quoi il a été mettre les pieds là? Parce qu'on sent la fin. Sa fin, elle est déjà déterminée par son début là, sa reprise de pouvoir là. Et donc, je me dis, mais ce type qui s'est identifié à la France toute sa vie, finalement, il a été piégé par son identification. Son identification a fait qu'il a été prisonnier de son identification, au point de parler de lui à la troisième personne. Vous le mentionnez à plein de reprises. Il parle de lui à la troisième personne comme s'il y avait un décalage entre son univers émotionnel intime et la vocation qu'il a à devoir exprimer son adhésion à cette espèce de France hypothétique qu'il a convoité mûrement. Hein. Mais ça, il le dit dans ses mémoires, hein, que quand il parle de lui, la troisième personne, c'est bien pour faire le distinguo entre la personne du général de Gaulle, la personne physique, et le général de Gaulle, qui est la France, qui est l'État. Point. Donc il y a deux éléments différents. C'est comme exactement la même histoire qu'Alain Delon, ça, d'ailleurs, parce que non, mais je plaisante pas. Delon, c'est le mythe, et il s'en explique très bien. Il dit quand c'est la troisième personne, c'est ce connard là avec les grandes affiches qui sont sur les grandes affiches. C'est le mythe, mais il y a aussi le mec, pardonnez-moi d'exister, dit-il. Et justement, vous parlez de mythe. Il fallait démystifier tout ça quelque part. Le mythe du général de Gaulle que tout le monde a. Moi, je ne suis pas parti avec l'idée de démystifier. Franchement, si je dis, j'ai d'abord beaucoup d'admiration pour ce personnage, ce qu'il a fait, souvent avec rien, quoi. Faut pas oublier que c'est un petit gars qui est ramassé à la fin quand ça commence à tourner mal, la Deuxième Guerre mondiale, enfin en 40, et qui est ramassé par le grand copain de Churchill, le général Spears, qui cherche
quelqu'un pour mener la résistance en France, parce que c'est l'histoire que les gaullistes n'aiment pas qu'on raconte, mais enfin, c'est la vérité, c'est partout dans tous les mémoires. Et c'est en fait, tout le monde l'a raconté cette histoire, mais notamment le général Spears lui-même. Et il va, à la demande de Churchill, le 17 juin, il a un avion qui fait sans arrêt la navette, évidemment. C'est bon, c'est une période extrêmement chaude, il y a ce petit avion. Et Churchill lui a demandé de ramener quelqu'un. Il faut à tout prix ramener quelqu'un. Évidemment, il va voir Paul Reynaud. Paul Reynaud, qui est le président du Conseil sortant, remplacé par Pétain depuis une journée. Donc, il pense que ça va le faire. Reynaud dit non, on n'a jamais très bien compris pourquoi. Bon. Après, il va voir le deuxième personnage le plus charismatique après Reynaud, c'est Georges Mandel, qui était ministre de l'Intérieur. Georges Mandel dit non. Bon, après, il va voir Pierre Mendès France, qui se trompe tout le temps, qui doit penser, je sais pas quoi. Bon, bref, Mendès France dit non. Et il trouve le général de Gaulle, quatrième choix. Il revient dans son petit avion avec Churchill, et Churchill va lui dire, mais c'est tout ce que vous avez trouvé. C'est-à-dire, et de Gaulle, à partir de rien, si vous dites juste comme ça, il va réussir à construire un univers en s'opposant tour à tour à Churchill, avec qui il a quand même d'excellentes relations au fond, et avec Roosevelt, avec qui il a une très mauvaise relation, parce que Roosevelt est convaincu, sans doute à cause de Saint John Perse, Alexis Léger, enfin le grand poète Saint John Perse, qui a le prix Nobel, que De Gaulle est un affreux dictateur, parce que Saint John Perse détestait le général de Gaulle. Nicolas, je vous vois réagir. Ouais, non, je ne serais pas aussi sur Churchill. Churchill et De Gaulle se connaissaient quand même bien, parce que De Gaulle avait été nommé au gouvernement, donc c'est lui qui était chargé de faire les allers-retours justement avec Churchill. Il avait ce projet d'une armée commune qu'il avait soumis à Churchill, que celui-ci aurait eu accepté. Si je peux me permettre, il n'a pas été sous-secrétaire d'État, il était sous-secrétaire d'État à la guerre très très longtemps. Hein, donc, si on regarde l'histoire, il est à peine nommé, il est général de brigade à titre temporaire. Non, mais c'est pas le ministre des Armées, ce n'est pas. Un petit mais c'est quand même lui qui fait les allers-retours entre Paris et Londres. C'est lui. Il en fait souvent, bien sûr. Et Churchill essaye aussi d'autres généraux avant. En fait, Churchill, c'est pas un inconnu. Et ils le prennent un peu parce que ils ont personne d'autre à qui prendre. L'histoire que je raconte, c'est historique. Enfin, c'est le général Spears. Reconnaît c'était le quatrième choix et Churchill n'était pas content. Non, il n'était pas content. Il a promis d'ailleurs, Spears a dit je vais m'en occuper, on va donner du fric, on va essayer de le faire connaître, il faut qu'il écrive ses mémoires, on va faire une séance photo, etc. Évidemment, ça rabaisse un peu la belle histoire, la belle légende de la France libre. Enfin, il n'empêche que De Gaulle est un personnage extraordinaire. Je ne suis pas du tout en train de dire le contraire, mais c'est quand même la véritable histoire, c'est ça. C'est le seul officier supérieur qu'ils avaient sous le coude et qui acceptait de venir avec eux. Oui, mais ils ont aussi des politiques avant qui n'ont pas voulu. Pour des raisons justement parce qu'ils ne voulaient pas apparaître comme des marionnettes ou des fantoches du pouvoir britannique. Et sur Roosevelt, il y avait aussi autre chose. Il y avait eu le fiasco de Dakar qui a quand même impressionné Roosevelt, négativement quand même. Deux mots sur le fiasco de Dakar, peut-être pour les... Le fiasco de Dakar, c'est Churchill qui met en scène avec De Gaulle un débarquement des forces françaises libres à Dakar en 1940. Ça va tourner au fiasco. Et Roosevelt, enfin pas que Roosevelt d'ailleurs, beaucoup auront une dent et auront l'image de Gaulle, une espèce de grand type qui parle beaucoup, qui fait des grands gestes, mais qui concrètement... Pas dictateur, il le voit quand même beaucoup comme un dictateur. Au moment où ils essayent justement d'arriver à Dakar, c'est les Français qui tirent sur la flotte parce que anglaise. C'est les Vichy's qui sont à Dakar. On n'a pas beaucoup de temps pour finir. Qu'est-ce qui reste du gaullisme aujourd'hui, Franz? Je pense que le gaullisme, on se trompe totalement quand on décrit le gaullisme comme une idéologie. C'est absolument pas une idéologie, parce que De Gaulle change tout le temps d'avis. Moi, j'ai écrit ce livre avec sans arrêt dans la tête ce que m'avait dit, non pas une fois, mais au moins 3-4 fois, en se moquant des livres de la couture ou d'autres d'ailleurs. Pas de Pierre, comment dire, le grand livre quand même de Roussel, qui lui n'est pas Éric Roussel, qui n'était pas encore sorti, bien entendu, qui est magistral. Hein, c'est pas de celui-là que je parle. Mais beaucoup de biographies disaient mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui écrivent ça? Mais ils comprennent rien à De Gaulle. De Gaulle, il disait c'est un farfelu, c'est un saugrenu. C'est un type, d'ailleurs, qui ressemble un peu à votre personnage. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il n'est pas d'ici. Attendez, Mesmer était dans la vénération totale et absolue. Hein. Il n'était pas en train de dire... et quand il disait ça, ce n'était pas pour le critiquer. Il disait, il changeait tout le temps d'avis, il essayait des idées sur vous. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dit un truc qu'il fallait le tenir pour argent comptant, parce qu'il pouvait dire le contraire
une heure après à quelqu'un d'autre pour voir quelle serait sa réaction. Donc il était toujours en recherche. Et moi je dirais le gaullisme c'est simple, c'est surtout une méthode. Une méthode que les dirigeants français ont perdue depuis déjà des générations, c'est quand on veut, on peut. C'est une volonté de faire. Il y a chez De Gaulle du Machiavel, hein, d'ailleurs il s'en cache à peine, on voit bien quand on lit. Vous le décrivez très bien. Oui, enfin, il y a quelque chose de. Et il n'a pas peur de ça. Et donc, il est souvent dans la manipulation, mais c'est pour des objectifs. Et des objectifs qui sont. Mais d'ailleurs, ça transparaît bien dans la BD, l'intérêt général. C'est-à-dire, il se prend pour la France. Oui, mais alors il n'aime pas beaucoup les Français. Il trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils n'étaient pas des résistants, que ce sont des veaux, qu'ils sont avachis, qu'ils ne sont pas courageux à la guerre. Enfin, ça, c'est des propos qui tiennent absolument sans arrêt. Les Anglais, bien entendu, bon, ils ne les voulaient pas dans l'Europe, mais ils disaient quel guerrier. C'est quand même autre chose que les Français. Vous voyez, les propos même sur les Allemands, c'est au moins ils savent organiser. Nous, si vous voulez, il est toujours. Mais il a la passion de la France qui sublime tout ça. Et il ne pense qu'à la France. Je pense que par moment, d'ailleurs, il se prenait pour la France, ce qui fait qu'effectivement, quand il a du sang sur les mains, il fait tout ça pour la France. Et si vous voulez, à l'arrivée, c'est quand même pas mal, quoi, parce que quand il prend la France en 1958, tout est par terre. Bon, il l'a prise, effectivement, je crois, on est d'accord là-dessus. Après, on fait croire qu'il y aurait un coup d'État, etc. Et finalement, il a fait pour le bien commun, puisque quand on fait le bilan à l'arrivée, même si la paix en Algérie, parce qu'il a quand même échoué, enfin raté la paix, même si la paix en Algérie aurait pu être, disons, tout ça aurait pu être un peu mieux, à l'arrivée, quand même, le bilan est assez somptueux malgré toutes les erreurs. Mais il a refait les institutions, il a relancé l'économie, il a fait la décolonisation. Enfin, quand vous regardez, vous êtes assez ébahi. Et quand vous comparez au bilan d'un certain nombre de présidents récents, c'est vrai que c'est assez sidérant ce qu'on peut faire. Et vous voyez, il a montré que les Français n'étaient pas ingouvernables. Il les a gouvernés en les manipulant, c'est vrai, parfois, mais il les a gouvernés. Nicolas, François, le mot de la fin, 11 ans du général de Gaulle, qu'est-ce qui reste du gaullisme, même si c'est, j'ai envie de dire, c'est que voilà, cet amour de la France et ce côté très humain. Pour moi, une sorte d'icône. Voilà. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est dessinable. Moi, je vais le prendre du point de vue du dessinateur et qui a, d'une certaine manière, à travers sa forme, tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que ça se traduit dans sa forme. À la fois cette forme un peu molle, donc qui peut s'insinuer un peu partout, et en même temps aussi cette forme autoritaire très aussi, droite, très... et qui regarde les gens par les narines. Ouais. Il les regarde jamais comme ça, il les regarde comme ça. Et donc ça dit bien sûr, quand on est dessinateur de bande dessinée, on fait attention aux attitudes des personnages. Et ça dit énormément de choses. C'est de la morphopsychologie, on va dire, quand on fait du dessin. Et donc pour moi, c'est ce personnage, une espèce de bestiole un peu prédatrice, hein, qui se retrouve avec des tas de types qui n'ont qu'une envie, c'est d'être sous sa coupe, parce qu'en fait, ils ne veulent pas prendre des décisions eux, mais ils veulent le forcer à prendre des décisions pour eux. Et donc, il a cette statue de commandeur, il est l'expression d'une statue de commandeur, à laquelle, bien sûr, aujourd'hui, tout le monde fait référence, parce qu'en fait, on a créé un fantasme. Cette icône est devenue un fantasme. Mais c'est une bestiole, en fait, au départ. Et on l'a adapté à chacun. Vous l'aimez bien, en tout cas. Hein. Moi, oui, dans vos dessins, vraiment, on sent que vous l'aimez bien. Hein, ouais. Ouais, j'aime bien. Mais dans le trait, on le voit, il y a une vraie tendresse. Nicolas, le mot de la fin, parce que malheureusement, on n'a plus le temps. Une légende ? C'est pas grave. Pas pour moi, non. Le gaullisme, je pense qu'il ne reste plus grand-chose, mais je suis plutôt d'accord avec François-Olivier. C'est pas une idéologie. Beaucoup s'en réclament, mais si vous voulez traiter de gaulliste, vous allez vous prendre un coup de pied au cul, hein, que ce soit à l'extrême droite, l'extrême gauche ou la gauche. Donc je pense que le gaullisme n'existe plus. Ces institutions sont très mal en point, parce que tout le monde tape à bras raccourcis sur la Ve République, à coup de proportionnel, à coup de référendum, à coup de rétablissement du pouvoir législatif, d'abandon du 49-3, etc. Et là-dedans, celle-ci, il y a une petite ouverture, c'est quand même Macron qui est peut-être le plus gaullien des présidents, avec cette espèce de posture qu'il a aujourd'hui, là, en ce moment, où il monopolise le bloc républicain qui va de la gauche à la droite, un peu comme De Gaulle a fait en 58, en prenant aussi bien Pinet que Mollet, que Auriol, que Flimelin. Et l'autre est là, il monopolise tout de la gauche à la droite, et donc c'est ça, c'est moi, ou alors c'est les extrêmes, vous vous débrouillez avec l'extrême droite et l'extrême gauche.
Il y a un truc comme ça. Alors du coup, ça mène un peu à une impasse, ce qui était un peu le problème de De Gaulle d'ailleurs, un peu en fin de règne, hein, en fin de pouvoir. Mais là, Macron risque un peu d'être dans une impasse. Donc voilà. Après, je suis pas éditorialiste, je suis pas devin, j'en sais rien du tout, mais je trouve qu'il y a un petit truc là de ça, à ce moment, pas de gaulliste, hein, mais de gaullien dans le pouvoir actuel. Merci beaucoup, Nicolas Juncker, François Vauque et Franz-Olivier Gisbert. Je vous les conseille vivement. Ce que vous allez voir, c'est limite pour des séries Netflix pour tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, justement, on parlait de cette belle BD que tout le monde a lue et certains ne l'ont pas lue, justement. Donc, je vous conseille de l'acheter et d'avoir une signature de Nicolas et de François. C'est juste derrière. Ah, je pensais qu'il devait partir. Très bien. Franz-Olivier, rapidement, va aussi pouvoir signer le sursaut, donc c'est parfait. Je vous conseille d'y aller rapidement.